Bonjour, vous êtes très impressionnant. Vraiment, vous êtes très très impressionnant. Moi je suis Aurélie Janceschi, je suis responsable de la rubrique éducation de la revue Exercer, mais là cette fois-ci je vais vous présenter quelque chose qui n'a rien à voir avec ma rubrique et qui a à voir avec la santé de la femme. Donc j'ai noté mes conflits d'intérêts. Et mes autres conflits d'intérêts, c'est que je suis enseignante et que je suis médecin généraliste et que je suis une femme, donc j'ai probablement pas toute l'objectivité nécessaire pour vous présenter ce travail. Et donc ce travail, cet article portait sur les inégalités sociales et le dépistage du cancer du col de l'utérus, une approche par méthode des choix discrets auprès des médecins généralistes et des gynécologues français, par les auteurs Raginel, Grandsasi, Lenoir et Toll. L'article a été publié en 2020. Au moment de l'étude s'est déroulée en 2015, donc je vous ai refait un petit topo de quelles étaient les recommandations en 2015. Depuis, elles ont changé. À l'époque, c'était un frottis cervico-utérin uniquement. Il n'y avait pas de test HPV dans la recommandation. De 25 à 65 ans, tous les 3 ans, après 2 frottis cervico-utérins normaux à 1 an d'intervalle. Et dans une reco de la HAS de 2013, il commençait à évoquer le test HPV comme une possibilité, une alternative, et se poser la question de les mettre en place, mais dans des populations cibles, selon certains protocoles. Donc ça ne faisait pas encore du tout partie des recommandations, mais les questions commençaient déjà à se poser pour la HAS et dans certaines régions qui étaient plus ou moins pilotes de ce genre de choses. À ce moment-là aussi, avaient déjà été mises en évidence des inégalités de participation à ce dépistage, et les risques étaient principalement associés à un âge supérieur à 50 ans et un statut social défavorisé. Et du coup, l'objectif de ce travail, pour les auteurs, c'était d'aller demander aux médecins généralistes et aux gynécologues quelles interventions voudriez-vous mettre en place pour lutter contre ces inégalités sociales de santé en lien avec le dépistage du cancer du col. Pour ce faire, ils ont fait une modélisation de choix par la méthode des choix discrets. Ils ont créé 11 scénarios avec 5 attributs qui variaient selon 2 à 5 modalités et un plan orthogonal. Arrivé à ce stade, moi, je ne comprenais plus rien à ce que je lisais, parce que c'est une méthode que je ne connais pas et dont je n'avais jamais entendu parler. Alors je me suis dit qu'on n'était pas là pour un cours de méthode, mais quand même, j'allais essayer de comprendre ce que c'était pour vous l'expliquer. Donc en fait, ça fonctionne avec des attributs. Les attributs, c'est à partir de la littérature, ils sont allés chercher quels peuvent être les critères qui influencent ou non la réalisation de dépistage. Donc il y avait les attributs qui étaient la population cible des femmes, les professionnels impliqués, les modalités techniques, les techniques d'incitation des patientes et les techniques d'incitation des médecins généralistes. Ça, c'était les 5 attributs. Et pour chacun des attributs, il y avait des modalités. C'est-à-dire que dans la population cible des femmes, il y avait avoir moins de 50 ans, plus de 50 ans, inégalité sociale, au niveau socio-économique. Dans les professionnels impliqués dans le dépistage, il pouvait y avoir les médecins, les praticiens habituels plus des infirmières, les praticiens habituels plus des radiologues, juste les praticiens habituels. Les modalités techniques, c'était le frottis, l'HPV, hétéroprélevé, autoprélevé. Les techniques d'incitation des patientes, c'était par exemple envoyer un courrier ou faire de la communication, l'incitation des médecins, est-ce que c'était une tarification à l'acte, est-ce que c'était un forfait, etc. Donc l'objectif, c'était de balayer un petit peu quels peuvent être tous les critères qui peuvent faire varier la participation au nom des femmes au dépistage. Mais vous imaginez bien qu'avec 5 attributs et 2 à 5 modalités par attribut, si on fait des scénarios, ça fait plusieurs milliers de scénarios pour tous les balayer, et ça n'était pas très pratique. Donc ils ont utilisé un plan orthogonal. Alors là, ne m'en demandez pas trop, a priori on rentre des données et ça calcule, et ça sort le nombre de scénarios qu'on peut utiliser et qui permet une puissance nécessaire, et qui a calculé que tout seul, 11 scénarios étaient suffisants. On était donc rassurés, on allait pouvoir proposer uniquement 11 scénarios aux médecins généralistes et aux gynécologues, et a priori ça allait suffire pour avoir une puissance nécessaire. Voilà, pour la méthode des choix discrets, maintenant vous saurez. Donc, ces 11 scénarios ont été envoyés par voie postale à 250 médecins généralistes et 250 gynécos randomisés au niveau national dans les régions qui, à l'époque, n'avaient pas de programme de dépistage, entre septembre et octobre 2014. Et ensuite, envoyés par courriel à 2600 médecins généralistes et 90 gynécos de la région Midi-Pyrénées, qui, elles, avaient un programme de dépistage déjà en cours. Et ils ont récupéré les informations jusqu'au 1er avril 2015. Et donc, compenser les médecins généralistes et les gynécologues de ces scénarios,
et qu'est-ce qu'ils avaient envie qu'il soit mis en place et qu'est-ce qu'ils n'avaient absolument pas envie qu'il soit mis en place. Bon, déjà, le taux de réponse n'était pas exceptionnel, on le sait, on envoie des questionnaires, ils n'aiment pas trop, alors peut-être que les scénarios, ils ont préféré. Là, bon, on avait 12,6% pour la première cohorte et 5,8% pour la seconde. Donc au total, 162 réponses ont été récupérées et uniquement 123 complètes ont pu être analysées. Ceci dit, on a quand même pu mettre en évidence que ces médecins étaient pour inviter au dépistage par une autorité centrale en renvoyant vers le médecin généraliste. Bon, ça tombe bien, depuis, c'est un petit peu ce qui a été fait. Les médecins G et les gynécos étaient plutôt favorables à fournir aux médecins traitants une liste des patientes qui étaient encore non dépistées, en leur laissant soin de les recontacter. Et uniquement les médecins généralistes, les gynécologues, eux, étaient contre, mais les généralistes étaient plutôt favorables à faire réaliser des frottis par les infirmières. Par contre, ils étaient contre d'autres idées. Ils étaient contre un ciblage spécifique des femmes de plus de 50 ans ou vivant dans des quartiers défavorisés. Et ils étaient totalement contre des tests HPV auto-prélevés. Alors, on se pose un peu la question, pourquoi est-ce qu'ils sont autant contre des idées qui pourraient nettement favoriser l'accès au dépistage? Dans la discussion, les auteurs pensent qu'effectivement, il peut y avoir des réticences au changement qu'on connaît tous, et qu'a priori, tant que le modèle actuel n'a pas fait la preuve de sa contre-productivité, c'est assez dur d'avoir spontanément envie d'aller mettre de l'énergie pour un nouveau modèle, de nouvelles appropriations et de nouveaux outils, et qu'a priori, les médecins généralistes et les gynécologues étaient plutôt satisfaits du modèle actuel et donc pas très envie d'aller plus loin. Et qu'en plus, quand on envisage de faire un changement de modèle, on le fait a priori plutôt pour obtenir plus de liberté ou plus de productivité. Alors, bon, à ce stade, on se dit des tests HPV auto-prélevés, c'est plus de liberté, mais les réticences persistaient. Et en ce qui concerne les femmes, les inégalités sociales sont quand même très nettement été marquées en 2015, sont toujours très nettement marquées en 2021. Xavier Gauco m'a fait signaler hier que dans le prochain numéro sortira un article qui parlait d'une inégalité sociale dans l'autre sens, que les femmes jeunes étaient trop dépistées, surdépistées, et que ce surdépistage était associé à un haut niveau d'études, et que ça aussi, il faut en être vigilant. Donc bon, ce n'était pas l'objet de cet article-là, mais donc voilà, profitez-en pour lire le prochain numéro d'Exercer, vous en saurez plus. Et pour ces femmes, l'émancipation, un meilleur niveau d'instruction et un meilleur niveau de revenus semble a priori tout de même plus efficace que les actions de santé pour améliorer la prévention des cancers. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse rien, évidemment, nous les soignants, mais il faut quand même commencer par tout ça. Et comme les soignants peuvent quand même faire certaines choses pour améliorer cette prévention des cancers, voilà, j'avais envie quand même de vous dire qu'ailleurs, dans d'autres pays, il y a des travailleurs sociaux qui remettent des kits d'autoprélèvement vaginaux d'HPV aux migrantes haïtiennes notamment, et que ça fonctionne, ça augmente très nettement le dépistage et cette prévention. Donc voilà, les Américains ne sont pas toujours les meilleurs en termes de prévention et de gestion sociale de la santé, mais peut-être qu'il faudrait aller voir un peu ailleurs ce qui est fait, déconstruire nos modèles, déconstruire nos angoisses de médecins français sur ces programmes de dépistage et aller chercher un petit peu plus loin. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, Marie Rodier de Lyon. J'ai une question sur le niveau d'études. Ce n'était pas dans l'exercice d'Exercer, mais vous dites que les femmes jeunes sont surdépistées avec un haut niveau d'études. C'est un haut niveau de preuve ou c'est les femmes qui ont un haut niveau d'études? Non, je me suis mal exprimée. Un haut niveau d'études. Le fait d'avoir un nombre d'années après le bac. Ok. Et mon autre petite question, c'est est-ce qu'il y avait des scénarios avec des sages-femmes, la place des sages-femmes dans le dépistage du Non, frottis? dans les scénarios, il y avait des infirmiers, il y avait des radiologues. De tête, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et on n'a pas interrogé les sages-femmes. Je les ai balayés, tous les scénarios. Il me semble qu'il y avait ces deux... En fait, il y avait intervenant habituel plus infirmière, intervenant habituel plus radiologue, intervenant habituel tout court. Il n'y avait pas les sages-femmes, je ne crois pas, je ne suis pas certaine. En tout cas, il n'y avait pas les travailleurs sociaux qui étaient proposés
Et elles n'ont pas été interrogées dans l'étude non plus Non. Non, c'est uniquement les médecins généralistes et les gynécologues. En 2015, il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait au dépistage du cancer du col et l'interprofessionnalité était quand même nettement moins développée. Peut-être que si on faisait exactement la même étude aujourd'hui, on aurait peut-être des choix de scénarios différents par les médecins généralistes et les gynécologues. Merci. Bonjour, docteur Betu de la Drôme. Je voulais faire un petit sondage dans la salle et savoir quels sont les médecins ici qui ne savaient pas qu'on pouvait réaliser des autotests HPV. Très bonne question. Oh là là, et du coup, est-ce que c'est possible d'en expliquer les modalités et les conditions de réalisation, auprès de quel laboratoire, pour que tout le monde puisse le faire plus facilement? Allez. Je sais qu'on a des grands spécialistes. Enfin, je connais un spécialiste de l'autotest, mais je ne sais pas s'il est là. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que, a priori, je ne sais pas rembourser. Après, comment est-ce qu'on va les chercher? Quel laboratoire les fait? Là, moi, je n'ai pas de réponse à donner, n'étant pas spécialiste de ce domaine. Mais alors, si quelqu'un dans la salle a une réponse, je crois que ça intéresse beaucoup de monde. Alors, le monsieur en dessous a une réponse. Thibault lève la main. Voilà. Bonjour, Thibault Raginel. Bon, j'ai un petit conflit d'intérêt de cette publication. Oui, c'est un des auteurs. Merci. Pour le test HPV, il y a beaucoup de laboratoires qui utilisent les mêmes kits de prélèvement pour les chlamydia. Et en fait, ils font utiliser l'écouvillon de nettoyage du col à la place de l'écouvillon de prélèvement. Et avec cet écouvillon de nettoyage du col, elles vont aller se prélever dans le vagin et le mettre dans le milieu de conservation du prélèvement et envoyer cet écouvillon-là et pas l'autre au laboratoire, dans le milieu de prélèvement du chlamydia. Voilà pour le prélèvement. Et dans les choix, effectivement, on n'avait pas mis la possibilité d'inclure les sages-femmes dans le dépistage, parce que c'était déjà une possibilité pour elles. Donc ça n'aurait rien changé au dépistage actuellement en place en 2015. Donc c'est pour ça qu'on ne l'avait pas proposé, parce que c'était déjà possible pour les sages-femmes. Donc à partir de demain, tous les médecins ici qui voudraient proposer des autotests, il suffit qu'ils remettent des kits à chlamydia et ce sera autant rembourser la réalisation de l'HPV derrière? Alors pour moi, le remboursement n'est pas par contre systématique si ça ne rentre pas dans le cadre du cahier des charges du dépistage du cancer du col de l'utérus. Ok, merci. Juste pour... Du coup, j'ai posé la question de façon... à tout le monde, mais pour avoir eu le cas en consultation chez une de mes patientes qui présentait un vaginisme, je m'étais renseignée auprès de mon laboratoire de proximité qui ne m'avait pas précisé... il me semble que c'était pris en charge à partir du moment où c'était sur prescription médicale et qui pouvait du coup être fait exactement au laboratoire d'analyse médicale qu'on a à côté de chez nous, pas forcément besoin d'aller dans un laboratoire spécialisé. Bonjour, Guy Becken de Bruxelles. Il y a encore plus simple, hein. Il y a les autoprélèvements urinaires, test HPV par autoprélèvement urinaire. Je ne suis pas une femme, mais j'imagine que ça doit être plus confortable. Et la sensibilité et la spécificité sont aussi bonnes voire meilleures dans certains cas que les autoprélèvements vaginaux. Oui, alors a priori, ce n'est pas encore dans les recos en France. Et je ne sais pas. Mais si c'est remboursé, ça m'étonnerait. Mais merci. Là, on a une question tout en bas. En fait, il y avait une étude qui était mise en place en partie par Médecins du Monde pour aller faire avec des kits d'autoprélèvement où il y avait une sorte de spéculum que la femme pouvait se mettre avec quelque chose qui lui faisait arriver jusqu'au col, qui tournait. Et je ne sais pas où en est l'étude, mais il y avait quelque chose qui était vraiment dans l'allée vert, dans les médiations des populations avec des ISS. Ouais, avec l'INCa pour moi, ouais. Mais il y a 3-4 ans, ça a commencé ça. Et il y avait vraiment des kits spécifiques pour aller vers le col. Voilà. Donc,
Yannick Ruel-Bobigny, c'est juste une petite précision sur... Bobigny et Exercé, pardon. C'est juste une petite précision sur l'autoprélèvement. En fait, actuellement, effectivement, il y a des études qui valident l'autoprélèvement sur le plan de la sensibilité et de la spécificité, mais absolument pas sur le plan du suivi. C'est-à-dire qu'on n'a pas de données en population française sur le taux de cytologie qui vont être effectivement reprélevés chez des femmes à test HPV positif. Et c'est pour ça que pour le moment, l'autoprélèvement n'est pas du tout intégré en pratique courante dans la stratégie de dépistage organisé. Par contre, il y a des groupes de travail dont je fais partie, à la fois à la Haute Autorité de Santé et à l'Institut national du cancer, qui visent à mener des expérimentations pour l'intégration, alors soit en population générale, soit plutôt chez les populations plutôt défavorisées. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, dans les tests HPV, il y a plein de tests HPV différents, et notamment il y a des tests HPV à ADN et à ARN. Et en autoprélèvement, les tests HPV à ARN sont très mauvais en fait, en termes de paramètres de sensibilité et de spécificité. Et or, il y a des labos qui travaillent qu'avec de l'ARN. Et du coup, si on se met à faire de l'autoprélèvement un peu sauvagement avec de l'ARN, ça ne fonctionne pas du tout, quoi. Ok, merci. Du coup, là, avec ces échanges très riches de la salle, donc merci à tous, on voit que voilà, ces autotests HPV ne sont pas du tout à faire en routine, ils ne font pas partie des recommandations. Néanmoins, gardons les yeux ouverts et les oreilles aussi pour voir vers quoi ça va évoluer dans les années à venir. Est-ce qu'il y aurait des populations cibles et notamment toutes ces modalités d'autoprélèvement et d'indication de ces autoprélèvements. Donc, Bonjour, Roxane de Bordeaux. Je suis de côté droite de la salle. Ah oui. Justement, est-ce que vous pourriez repréciser les performances en termes de sensibilité et spécificité du test par autoprélèvement pour qu'on puisse avoir des éléments, dans quelle mesure on doit inciter les patientes plutôt à faire l'hétéroprélèvement ou est-ce qu'on peut vraiment proposer plus largement l'autoprélèvement? Alors, pour l'instant, ça ne rentre pas dans les indications du programme de dépistage, donc moi, je n'ai pas du tout ces informations. Et quand on en sera à le conseiller à nos patientes, je pense que les informations de puissance et de spécificité et de sensibilité, on les aura. Là, je n'ai pas les chiffres, et même si on avait les chiffres aujourd'hui, comme pour l'instant, ça ne fait pas partie d'un programme mis en place, on n'en est pas encore à motiver nos patientes. Mais voilà, si quelqu'un a une réponse bien plus précise que la mienne, une fois de plus, il est bienvenu. Moi, j'ai un commentaire sur les femmes de plus de 50 ans qui ne sont pas dépistées. En pratique, en général, c'est parce que leur gynéco est parti à la retraite. Et donc, quand on court après les frottis, à chaque fois qu'on les voit, il y a toujours un moment où elles nous disent « ma gynéco est partie, donc je n'ai plus de frottis ». Je ne trouve pas de gynéco. Si on leur propose de venir pour faire le frottis, elles le font sans problème. C'est juste qu'elles s'attendent à trouver un autre gynéco et on ne leur a pas dit que les généralistes faisaient, que les sages-femmes faisaient, etc. Merci. On peut éventuellement leur dire aussi, même avant que le gynéco parte à la retraite, que nous aussi, on sait faire les frottis. Enfin, en proposant, c'est une proposition, mais... Jonathan Favre de Lille. Alors je vois que maître Christophe Bercout est là aussi pour l'HPV et l'autoprélèvement, donc notre grand spécialiste. Donc à Lille, on a mené effectivement une étude PACUDAL qu'on avait déjà présentée au précédent congrès sur l'intérêt de l'autoprélèvement HPV chez les femmes qui étaient non dépistées, proposées par leur médecin généraliste. Et donc ça répond un peu aux questions soulevées par Yannick, qui était est-ce que les femmes font les cytologies après? Et dans l'étude, on avait effectivement un suivi qui était très bien réalisé par les femmes après, mais par contre, ce qu'on a échoué, c'est dépister les femmes qui ne faisaient pas dépister antérieurement. Donc on arrive à rattraper des femmes dépistées par frottis antérieurement, mais des nouvelles dépistées, jamais antérieurement dépistées, très difficilement. Je pense que Christophe a peut-être des choses à compléter, mais c'était ce qu'on avait trouvé. Ce n'est pas encore publié. Merci beaucoup. Une toute dernière question. Je suis ravie que la salle pose des questions et la salle répond aux questions. Du coup, c'est très confortable pour moi. Je vous remercie. Sylvie Hébrard, je suis dans une CPTS dans le Nord-Aveyron. Nous, ce qu'on avait fait dans le cadre de la CPTS, on avait demandé, ou c'est le responsable du dépistage des cancers de Midi-Pyrénées qui nous avait contactés. Donc, avec la CPAM, elles ont eu toutes les listes des femmes qui n'avaient pas eu de frottis depuis plus de 3 ans. Elles ont personnellement, par téléphone,
contacté ces personnes-là, donc elles sont allées vers des gens que nous, on ne connaissait pas forcément en tant que médecins généralistes, et ces femmes ont été conviées à venir faire des frottis. Donc dans mon village, les gens étaient à peu près connus, mais dans le village à côté, qui est beaucoup plus important, ils ont vu des femmes qui n'avaient pas eu de frottis depuis 5 voire 10 ans. Et donc c'était vraiment aller vers, avec la liste de la CPM et les femmes qui n'avaient pas eu de frottis. Et ça avait fait partie des scénarios acceptés par les médecins généralistes et les gynécologues dans cette étude, effectivement. Ça peut être une piste. Eh ben, je vous remercie pour votre enthousiasme S'il vous plaît. et votre participation. Un petit dernier mot, pas une question. Clément Charat, Dijon. Je vais essayer d'être très flou parce qu'on est c'est un petit peu confidentiel. Alors, je vais quand même vous en parler parce que c'est important, ça répondra à certaines questions. Au niveau de l'INCa, les recommandations sur l'autoprélèvement sont en phase de relecture. On s'oriente vers un envoi direct aux patientes du kit qui n'auront pas fait leur frottis, celles qui auront reçu l'invitation au bout de 3 à 5 ans. Un envoi direct des kits aux patientes, mais un système très complexe pour que les médecins généralistes puissent avoir des kits. Donc pour l'instant, on part sur un envoi direct aux patientes, des relances aux patientes, mais il n'est pas prévu que les généralistes puissent distribuer de kits. Ni les gynécos, ni les sages-femmes. Ok, merci. Voilà, le mot de la fin, c'est qu'il va falloir rester vigilant sur les recommandations qui vont sortir. Il va falloir, en fonction de ce qui sortira vraiment officiellement, de ne pas avoir trop d'inertie au changement et d'accepter de changer nos habitudes quand les recommandations sortiront. Et il ne tient qu'à vous de vous emparer de ça. Merci.